Michel est un mythe, c'est-à-dire que lorsqu'on prononce son nom, la plupart des gens disent « Ah oui, c'est Louise Michel ». Bon, ce qu'ils mettent derrière, ça c'est un peu autre chose. C'est vrai qu'elle apparaît, avant tout, elle apparaît comme une insoumise. En tout cas, c'est ce qui reste d'elle. Une insoumise, une révolutionnaire. Louise Michel, c'est la lutte sociale, mais c'est aussi la lutte féministe, mais c'est aussi la lutte qu'on appelle aujourd'hui écologique, mais c'est aussi la lutte anticolonialiste. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire une femme qui lie toutes ces luttes en même temps. Louise Michel n'était pas non plus cette personne lisse et avec une consistance purement révolutionnaire. C'était une femme engagée, complexe, assez tourmentée. Mais elle est restée vraiment sur... elle était monoïdée hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire sur cette notion de critique horrifiée du monde actuel et de désir pour faire advenir un monde nouveau. Elle n'a vraiment pas varié. Louise Michel naît le 29 mai 1830 à Voncourt, en Haute-Marne. Elle naît au sein d'un château. Sa mère, Marianne, était domestique au château et son père est inconnu. Donc il y a deux possibilités, soit son père est celui qu'elle appelait son grand-père, c'est-à-dire le maître du château, Monsieur de Maïs, soit son père serait peut-être le fils de Monsieur de Maïs. Elle ne saura pas, en fait, au bout du compte, qui est son père. Il y a quand même, à partir de là, une sorte d'abîme qui s'est ouvert sous ses pieds, c'est-à-dire pas de père qui la reconnaisse, et en plus, le père possible, elle ne peut pas savoir si c'est le père ou le fils. Donc je pense que là, il y a eu quelque chose, il y a eu un manque très très fort dans sa jeunesse qui peut-être explique son désir aussi d'action et de changer quelque chose dans le monde. Il n'empêche que cette bâtarde, puisque c'est le cas, donc sa mère est domestique, cette bâtarde est élevée au château comme les autres enfants du château. Donc elle bénéficie d'une double culture, la culture de ses grands-parents, des de Maïs, qui sont des nobles républicains de petite noblesse. Et en fait, elle accède à la lecture et son grand-père lui fait lire aussi bien Rousseau que Corneille, que Voltaire. Et sa mère était très pieuse. Et Louise Michel, en fait, a été tiraillée vraisemblablement entre sa mère et ses grands-parents. Elle raconte qu'elle a lu les paroles d'un croyant de Lamennais et elle raconte que cette lecture, en fait, l'a fait monter d'étape en étape vers l'anarchisme. C'est-à-dire que elle est imprégnée du christianisme social des années 1830-1850. Elle est donc effectivement croyante, mais avec une forme de révolte, et elle se compare souvent aux premiers chrétiens, prête à mourir sous la dent des lions comme une martyre. C'est quelque chose qui la marque beaucoup, en fait, tout ce qui est de l'ordre du sacrifice. Elle a été très très émerveillée, je vais dire comme ça, par cette religion, par son côté mystique, par son côté mise en scène, parce que quand même les catholiques savent faire la messe avec de la musique. Elle disait quand elle allait, c'est une toute petite église à Voncourt, là où elle est née, mais quand même, quand les voix s'élevaient, elle frappait les voûtes, elle avait l'impression que c'était les anges, etc. Bon. Elle s'est forgée effectivement toute une mythologie qu'elle a gardée en enlevant Dieu, avec le côté de merveilleux et de quelque chose qui vous soulève et vous emporte en dehors de la vie
réelle, quelquefois un peu terne. Et il y a en même temps, dans cette religion, quelque chose qui l'a fasciné, c'était la mort. Le fait qu'on parle de la mort, des morts, qu'il y ait la Toussaint, qu'il y ait le Christ qui a été crucifié, qu'il y ait les saintes qui ont été martyrisées, et qu'elle allait souvent au cimetière. Elle aimait beaucoup aller au cimetière. Donc il y avait quelque chose un goût morbide qui se mélangeait avec la religion. Sans compter, là elle en parle aussi dans les lettres à Victor Hugo, les gens qui lui disaient, comme c'était une bâtarde, à l'époque c'était vraiment très très lourd de mépris, des gens du village qui lui disaient ben, va dormir au cimetière petite, puisque tu es une bâtarde. Donc il y a quelque chose avec la mort où on l'a rejetée vers la mort, et elle a repris ça à son compte, et elle a toujours pensé qu'elle allait mourir merveilleusement, quand elle était croyante en allant au ciel, et ensuite en étant un martyr pour une cause. Il y a une suite assez logique. Quand elle avait 20 ans, elle écrivait à Victor Hugo « Si je meurs, comme tant d'autres poètes, à 20 ans », donc elle pensait déjà qu'elle allait mourir à 20 ans. Et ensuite, à toutes les étapes de sa vie, elle pense que c'est sa dernière heure qui est arrivée, et qu'il n'y a rien de plus beau que la mort, à condition qu'elle l'ouvre vers autre chose. Après le décès de son grand-père de Maïs, puis de sa grand-mère, Louise Michel se retrouve à 20 ans et elle doit quitter le château. Donc là, plusieurs possibilités s'offrent à des femmes comme Louise Michel, qui ont 20 ans à l'époque et qui sont bâtardes. Elle aurait pu accepter une proposition en mariage qu'elle a refusée. Et elle aurait pu, pendant un moment, entrer dans les ordres. En tout cas, c'est ce que sa mère, sans doute, aurait souhaité. Et Louise Michel choisit une vocation sans voile. Elle choisit d'être institutrice. Elle décide donc d'ouvrir des écoles libres, puisque nous sommes en 1852. Et elle dit dans ses mémoires en fait qu'elle ouvre une école libre parce qu'elle refuse de prêter serment à Napoléon III, puisqu'en fait les fonctionnaires devaient prêter serment au Second Empire et à Napoléon III. Elle enseignait sans donner de punition aux filles, avec l'idée qu'elle devait, c'est presque c'était des méthodes tout à fait moderne, un peu comme Montessori, c'est-à-dire que l'enfant doit avoir en lui la connaissance, et elle va seulement chercher cette connaissance et essayer de lui faire venir, hein, de la faire advenir à la connaissance. Et aussi, c'est le premier engagement féministe, c'est-à-dire, elle disait bien aux filles, apprenez autant que les garçons, vous valez autant que les garçons. Ce qui était rarissime à l'époque, c'était un sous-enseignement pour les filles. Après son expérience d'école libre ouverte dans différents villages de Haute-Marne, Louise Michel se décide à partir pour Paris, où elle trouve un poste de sous-maîtresse, c'est le terme à l'époque. Montmartre, c'était un repère de révolutionnaires, pour le dire rapidement. Le 18e venait d'être rattaché à Paris, avant c'était la banlieue rouge. Et là, il y avait énormément d'agitation, de mouvements pré-révolutionnaires, avec tous les groupes de l'époque, les blanquistes, les anarchistes, on ne peut pas dire encore marxistes à l'époque, mais enfin pré-marxistes, les proudhoniens, etc. Il y avait énormément de réunions, de meetings, de clubs. Et là, au contact de ces gens qu'elle n'a pas pu ne pas côtoyer, elle s'est beaucoup radicalisée. Elle est devenue pas seulement républicaine, mais révolutionnaire, c'est-à-dire elle voulait qu'il y ait une société, qu'il y ait la sociale, comme on disait avec un grand S, c'est-à-dire non seulement une république, mais une république qui soit juste et que le peuple dirige cette république, ce qui sera la commune. Donc on entendait beaucoup ça dans son quartier, et elle a participé à ces clubs, à ces rencontres. Clubs dont certains étaient réservés aux hommes, certains étaient entre femmes,
et elle participait aux deux. Et quand elle allait chez les hommes, elle a commencé à ce moment-là à quelquefois porter un vêtement d'homme pour qu'on ne la remarque pas et qu'elle puisse aller avec les hommes. Louise Michel fait partie des 150 000 manifestants qui suivent la dépouille de Victor Noir, un jeune journaliste de la Marseillaise, donc un journal d'opposition à l'Empire. Donc Victor Noir est tué par Pierre Bonaparte, donc de la famille de Napoléon III. Louise Michel participe à la manifestation habillée en homme, prête à faire le coup de feu, puisque c'est vrai que l'Empire aurait pu tomber ce jour-là, une révolution aurait pu avoir lieu. Donc là, ça fait partie de ses premiers engagements juste à la veille de la Commune. En novembre 1870, elle s'engage au comité de vigilance des femmes du 18e arrondissement, donc durant le siège de Paris. Quand après les élections de février 1871, Adolphe Thiers devient président du gouvernement, il y a donc une tension entre Paris qui refuse en fait l'armistice que le gouvernement propose avec la Prusse. Thiers et le gouvernement, eux, se méfient de ces Parisiens qui restent armés, en fait, puisque c'est vrai que pendant la guerre, les Parisiens se sont retrouvés armés, et au moment de signer l'armistice, le gouvernement veut récupérer les armes qui sont restées aux mains des Parisiens, donc en particulier celles restées sur la butte Montmartre, où étaient stationnés de nombreux canons. Et donc Thiers va pour faire récupérer les canons qui sont sur la butte Montmartre. Louise Michel vivait donc dans le quartier, et elle fait partie tout de suite, le 28 mars 1971, des premiers insurgés qui refusent en fait de laisser partir les canons et qui s'opposent d'emblée aux armées régulières venues récupérer les canons. La Commune a été un gouvernement élu. Contrairement à ce qu'on dit, on dit que c'est une insurrection. Il y a eu une insurrection populaire, mais ensuite la Commune a été élue. Donc il y a eu des électeurs et des gens élus. Évidemment, les femmes n'étaient pas éligibles, elles n'étaient même pas électrices, bien sûr, comme on le sait à l'époque. Donc, ne rêvons pas, Louise Michel n'a pas fait partie des dirigeants de la Commune, bien sûr. Même si elle en connaissait un certain nombre, justement, elle les avait connus dans son engagement. Théophile Ferré, qu'elle a aimé vraiment, qui a été un des communards les plus juxtoboutistes et les plus absolus. Elle connaissait Jules Vallès, elle connaissait Rigaud, etc. Un certain nombre de dirigeants de la Commune étaient proches d'elle. C'était des camarades, c'était des compagnons. Mais bien sûr, elle n'a pu prendre part à aucune décision. Durant la Commune, son action est celle de nombreuses femmes. C'est-à-dire qu'elle participe au combat, comme d'autres femmes, qu'elle est aussi, elle fait aussi partie des femmes qui sont ambulancières et qui soignent les hommes. On lui laissait le rôle d'infirmière, qu'elle a fait d'ailleurs beaucoup, ambulancière, elle l'a fait beaucoup aussi. Mais tout de suite, dès qu'elle pouvait combattre de nouveau, elle combattait. Et puis on s'est rendu compte qu'elle tirait très bien. On ne sait pas très bien où elle a appris à tirer, probablement dans les fêtes foraines, et qu'elle était très intrépide. Et donc, finalement, les camarades l'ont laissée un certain nombre de fois participer parce que c'était besoin de soldats et qu'en plus, elle parlait, elle entraînait les gens. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'elle avait un ascendant sur beaucoup de personnes. Les gens étaient fascinés par elle. Un jour, elle dit à ses compagnons communards, dont Ferré, me semble-t-il, en fait, pour se débarrasser de ce gouvernement, il suffit d'aller à Versailles tuer Adolphe Thiers.
Donc les autres lui disent « mais tu n'y penses pas, tu ne pourras jamais franchir les lignes ». Et en fait, elle arrive à sortir de Paris déguisée, je dirais, en bourgeoise, c'est-à-dire qu'elle met des vêtements qu'elle n'a pas l'habitude de porter à l'époque. Elle arrive à passer jusqu'à Versailles, à acheter sur place des journaux versaillais pour prouver à ses compagnons en fait, qu'elle a bien réussi à traverser les lignes ennemies, que ce n'était pas si difficile que ça. De nombreuses anecdotes aussi relatent un petit peu son action durant la Commune, hein, que ce soit le jour où sur une barricade elle va sauver un chat alors que autour les balles sifflent, que ce soit le moment où pendant un répit dans les combats, elle va jouer de l'orgue dans l'église à côté, et là les autres qui sont sur la barricade lui disent mais enfin tu vas nous faire repérer, et elle est dans une espèce de communion révolutionnaire où après elle-même elle dit j'aime l'odeur de la poudre et le son de la mitraille. Elle a joué un rôle bien sûr pas décisif dans le combat, mais elle a joué son rôle de combattante. Et puis, quand les communards se sont retirés petit à petit dans les rues de Paris, bien sûr, elle a combattu sur les barricades, mais à ce moment-là, il y avait un certain nombre d'autres femmes, dont un groupe de femmes qui a tenu et fait une barricade toute seule, elle seule, place Blanche, et elle n'était pas place Blanche, elle était place de la chaussée Clignancourt, à 300 mètres, mais elle était avec les hommes. Ça, elle voulait montrer qu'elle était capable de faire comme les hommes, ça c'est sûr. Louise Michel a été la plus connue et la plus reconnue par l'histoire. Sans doute parce qu'une fois qu'elle a été emprisonnée avec des centaines d'autres à Versailles, elle a commencé à écrire de très 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 nombreuses lettres. Justement, je les ai bien découvertes que je les ai publiées dans la correspondance, pour essayer d'empêcher que Théophile Ferré, qu'elle aimait, soit condamné à mort et soit fusillé. Ces lettres, certaines ont été reproduites dans des journaux, et ces lettres, quand même, n'ont pas laissé indifférent. Pourquoi cette femme veut-elle tellement sauver Théophile Ferré? Et pour le sauver, elle disait « Moi, j'ai fait bien pire que lui. C'est moi qui suis coupable. Tuez-moi !» Alors ça, c'était quand même pas ordinaire. Et le jour de son procès, elle est arrivée très théâtrale, couverte d'un voile, et elle a dit qu'elle voulait la mort. Toute la presse était là. La plupart des communeux, tout à fait humainement, ont essayé de minimiser leur rôle. Même les hommes qui avaient pris les décisions ont dit « mais moi j'assistais pas souvent au conseil aux délibérations ». Elle a dit « moi j'ai fait ça, oui ». Elle en a rajouté. Alors ça, ça a été à ce moment-là que la légende a vraiment pris forme, avec les lettres et avec son attitude à son procès. Elle se présente au juge sans avocat, puisqu'elle refuse d'avoir un avocat, elle veut se défendre seule. Et au lieu de se défendre, en fait, pendant son procès, c'est plutôt elle qui attaque l'institution qui juge les communards. Elle se dresse genre, en tant que femme combattante et elle est prête à mourir pour défendre ses idées. Je pense que Louise Michel avait gardé un peu ce côté qui lui venait de la religion chrétienne, où il faut donner sa vie. C'est comme ça qu'on est utile, c'est en donnant sa vie.
Elle est condamnée à une forte peine de bagne. Cela dit, elle n'est pas condamnée à partir au bagne en Guyane, comme c'est le cas des femmes qui ont été condamnées à mort et dont la peine a été commuée. Alors c'est vrai que c'est un moment important, puisqu'en fait, Louise Michel est peu connue avant, même si évidemment elle a déjà publié quelques articles et un livre à compte d'auteur en 1861, mais c'est vrai que c'est son apothéose. Il faut dire aussi que la légende, le mythe immense Louise Michel, a été dû à un poème que Victor Hugo a écrit en son honneur, où il raconte comment elle était à son procès. En fait, Hugo n'était pas là, mais enfin, tout le monde lui en a parlé. Et où il dit qu'elle était plus grande qu'un homme. Évidemment, c'est un compliment pour lui et pour l'époque, et sans doute pour Louise Michel, plus forte, plus grande qu'un homme, c'est-à-dire le plus grand compliment possible. On ne peut pas dire que Louise Michel ait fait partie d'un mouvement politique au moment de la Commune. Elle a pensé qu'il fallait combattre et soulever tout le monde, mais elle n'appartenait pas à un mouvement politique précis. Et c'est seulement après, quand elle a été embarquée par la Nouvelle-Calédonie, qu'elle a pu réfléchir plus intellectuellement, aussi grâce à Nathalie Lemel. Elle était anarchiste et qui l'a convaincue que l'anarchisme était le seul mouvement valable, parce que la Commune avait été vaincue alors qu'elle avait, selon Louise Michel, les meilleurs dirigeants. Donc, conclusion, il ne faut pas de dirigeants, il ne faut pas d'État, il ne faut pas de gouvernement, il faut que le peuple se gouverne lui-même, disons. C'est ça le principe de l'anarchisme. Et c'est là donc qu'elle est devenue anarchiste et blanquiste, par certainement à la même époque. Louise Michel fait partie du très petit nombre, c'est-à-dire qu'il doit être une quinzaine peut-être, de déportés à défendre la révolte des Kanaks contre l'autorité et l'administration française en 1878. Elle les soutient, alors que de nombreux déportés, eux, participent à la répression, ce qui leur vaut des remises de peine. Louise Michel écrit dans ses mémoires qu'elle a rencontré de nombreux Kanaks, dont Daoumi, un des chefs de la révolte, qu'elle a appris leur langue, qu'elle a partagé beaucoup de choses avec eux. Alors, ça, c'est son récit. Après, au vu de l'état des recherches actuellement, il semblerait que les choses ne soient pas aussi simples que ça. À partir du moment où elle est rentrée après 7 ans de déportation, elle était beaucoup plus connue, c'est ça qui était différent. Quand elle est arrivée à la gare Saint-Lazare, la foule s'est précipitée pour l'accueillir, la police a chargé, il y a eu des emprisonnements, enfin ça a commencé, c'est-à-dire les événements qu'elle produisait en apparaissant simplement. Donc ça a été beaucoup plus intense, elle a été beaucoup plus écoutée. Le premier grand événement auquel elle a participé, à part ses conférences, c'est qu'elle a lu l'éloge funèbre de Blanqui. Donc là, elle était reconnue comme une blanquiste très importante. À son retour, Louise Michel en fait sillonne la France, et pas seulement la France, puisqu'elle se déplace aussi en Belgique, aux Pays-Bas. Elle est d'ailleurs à plusieurs reprises interdite de séjour dans tel ou tel endroit. Et elle se déplace
pour faire des meetings et des conférences sur, d'une part, son expérience, mais d'autre part aussi sur l'avenir et donc sur la révolution. Elle avait sa liberté à l'intérieur de la mouvance anarchiste, voilà, on peut dire comme ça. Elle a fait quand même la grande majorité de ses conférences avec des compagnons anarchistes comme Sébastien Faure. Mais elle a fait aussi des conférences avec des guédistes, donc Jules Guesde lui-même et son parti, avec donc des marxistes, dont pourtant les anarchistes étaient séparés. Bakounine avait été exclu au congrès de Londres, et elle acceptait d'aller avec des camarades, elle le dit elle-même, peu importe leur parti, pourvu qu'ils aillent de l'avant, pourvu qu'ils ne veuillent plus de la vieille société telle qu'on l'a combattue au moment de la Commune, j'irai avec eux si eux veulent faire un monde nouveau, veulent créer un monde nouveau. Souvent, elle a fait déplacer des foules qui pouvaient être de partis différents, qui pouvaient être dans des syndicats, qui pouvaient être... Voilà. Et elle arrivait, je crois, à le faire, c'est-à-dire à gommer les différences, parce qu'elle avait un langage très imagé, des métaphores. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la révolution? Eh bien, ça va être le cyclone. Quand elle est revenue de Nouvelle-Calédonie, elle trouvait que les orages d'Europe, c'était rien du tout, mais le cyclone, voilà l'image de la révolution. Presque tout le monde pouvait, enfin tous les révolutionnaires, pouvaient être d'accord, parce que ce n'était pas un programme de parti du tout. Elle n'expliquait pas comment ça allait se passer, en fait. Et elle disait, peu importe. Et qu'est-ce qui va... Même, non seulement elle n'expliquait pas comment ça allait se passer, mais elle n'expliquait pas ce qui allait advenir après. Quel va être ce monde nouveau? Pourquoi combattez-vous? Ah, mais on ne peut pas savoir, puisque ça va être entièrement nouveau. Nous sommes aveugles aujourd'hui. Ne discutons pas, aveugles que nous sommes, de l'aurore qui se lève. On ne voit rien. On est obtus. On appartient au passé. Mais alors, quand l'aurore va se lever, on va être ébloui. Et un monde... Alors, l'homme nouveau, elle dit, l'homme nouveau aura des sens nouveaux. C'est-à-dire 5 sens, c'est pas suffisant, il y en aura peut-être d'autres. Et il y a un côté qu'on dirait aujourd'hui presque science-fiction, fantastique. D'ailleurs, les phrases qu'elle employait dans ses conférences ressemblent aux phrases qu'elle écrit dans ses romans. Elle a écrit des genres très différents, des poèmes énormément, des pièces de théâtre, un opéra, des romans, des nouvelles, des contes pour enfants, une encyclopédie, donc des genres littéraires très différents, mais je crois que tous, on peut dire qu'ils ont un but pédagogique, c'est-à-dire d'amener le peuple à la révolution, toujours. La révolution sera la floraison du cœur. Qu'est-ce que c'est la floraison du cœur? C'est une image. Mais tout le monde est ému, les femmes pleuraient, elles venaient embrasser l'ourlet de sa robe. Donc elle a réussi à soulever les foules par son verbe exalté, magnifique, même si ça ne ressemble pas du tout à un programme précis. C'est cette aura qui fait que on était effectivement d'accord ou pas d'accord avec elle, qu'elle avait parfois des disputes avec des gens très proches d'elle politiquement, et que aussi elle misait beaucoup sur l'humain, parfois, plus que sur l'idée. Je crois qu'on peut dire sans aucune crainte de se tromper que Louise Michel était féministe, même si le mot n'était pas encore employé, pas vraiment employé. Bon. Je le dis pourquoi? Par le fait qu'elle a défendu les femmes toute sa vie, par exemple les prostituées, qu'elle s'est battue toute sa vie d'un bout à l'autre pour que les filles aient la même éducation que les garçons, pour que les femmes aient une formation qui les laisse indépendantes et non pas dépendantes des hommes,
pour qu'elles aient la même instruction, ce qui est quand même l'égalité, c'est-à-dire qu'elle s'est battue toute sa vie pour l'égalité des hommes et des femmes. Si ce n'est pas du féminisme, ça, c'est une des façons de voir le féminisme, d'accord, mais c'est un féminisme égalitaire. Elle demande l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a été emprisonnée à Saint-Lazare parce qu'elle avait fait une manifestation qui, soi-disant, avait tourné à l'émeute, c'était quand même assez léger. Et on lui a dit, mais c'est la chose la plus horrible qui vous arrive, Louise, vous êtes dans la pire des prisons parce que c'est la prison des prostituées. Elle a dit comment, mais c'est très intéressant. Et elle dit, mais ce sont des victimes. On dit, mais elles n'ont qu'à pas, c'est dégoûtant, elles n'ont qu'à pas aller sur le trottoir. Elle dit, mais est-ce qu'elles ont le choix? Elles n'ont pas à manger, elles ont des enfants à nourrir, elles ont volé un bout de tissu à leur patron, puis après, l'engrenage a pris, elles ont été jetées dehors et voilà, elles ont fait le trottoir. Donc elle a une défense très, très argumentée non pas de la prostitution, surtout pas, mais des prostituées comme victimes. Et elle a une démonstration tout à fait extraordinaire, je trouve. Moi, c'est peut-être là où elle me fascine le plus. Elle dit, mais il faut joindre ce martyre des femmes prostituées à toutes les autres façons dont les femmes sont victimes, dans les couvents où elles sont écrasées, dans le mariage où c'est une prostitution légalisée. On les a vendues pour leur dot chez les bourgeoises. Donc elle fait ce lien, c'est tout à fait extraordinaire. Il faudrait que les femmes s'unissent contre les clients, les macros. Et elle le dit. Alors naturellement, elle n'est pas légaliste, elle est anarchiste, donc il n'est pas question de faire des procès et d'aller en justice. Il n'y a qu'à les tuer. Elle le dit. Et puis, elle n'a pas été de tous les combats féministes, ça c'est sûr. Le principal combat féministe de l'époque, c'était celui des suffragistes, c'était la demande de droit de vote. Et évidemment, elle était contre. Alors évidemment, ça surprend. Mais pourquoi? Parce qu'elle était contre le vote. Elle était anarchiste. Elle était contre le vote des hommes et des femmes. Et puis, elle ne s'est pas occupée du tout. Elle ne s'est pas occupée du birth control, alors que des féministes, à l'époque, commençaient à se battre pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Les anarchistes, parmi les anarchistes, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Bon, on peut lui reprocher de ne pas avoir été sur tous les fronts. Elle ne s'est pas occupée des femmes battues, alors qu'elle en a connu des femmes battues. Si on creuse un peu, on trouve des contradictions. Parce qu'à certaines fois, à certains passages, par exemple dans ses mémoires, elle dit gare aux femmes, les femmes ne sont pas usées par le pouvoir, donc c'est d'elles que va venir la véritable révolution, c'est elles qui vont transformer. Donc elle suppose un rôle à part. Et à d'autres moments, elle dit il ne faut surtout pas faire un sort à part aux femmes, ces questions de sexe, ça va disparaître une fois que la révolution sera faite. Et à ce moment-là, il n'y aura plus l'écrasement de la femme par l'homme. En 2005, pour le centenaire de son décès, puisqu'elle est morte en 1905, plusieurs personnes ont émis en fait le souhait de l'avoir enterrée au Panthéon. Donc effectivement, peu de femmes sont enterrées au Panthéon. Donc c'était salué, je veux dire, la révolte et la révoltée Louise Michel, aussi la révolutionnaire. Beaucoup de gens se revendiquent que ce soit, par exemple, en passant du Parti socialiste au mouvement anarchiste, alternatif, mais aussi féministe. Donc elle reste une figure vivante. Moi, je pense qu'on peut dire qu'elle était altermondialiste. Bien sûr, le terme n'existait pas. Elle était altermondialiste et un autre monde est possible, pensait-elle. Il y a donc une reconnaissance dans les luttes sociales de l'image de Louise Michel, mais il y a un autre aspect d'elle que les gens mettent quelquefois très en avant, c'est le côté dite femme généreuse, charitable,
la sainte laïque, on l'appelait. Donc à ce moment-là, ça s'étale, si je puis dire, le mythe Louise Michel. On peut la reconnaître dans Atelier des Carmonde, et presque dans Brigitte Bardot, parce qu'aussi c'était la défenseuse des animaux. Alors là, on étale complètement la figure de Louise Michel. À mon avis, on la voit assez fortement. Hein. Mais c'est parce que ça a été une femme, justement, qui a pris un peu en charge différentes luttes, et en mixant un petit peu le tout, on arrive quelquefois à la tirer vers soi, hein, en ne gardant que l'aspect comme elle était bonne et comme elle pensait aux autres et comme on pensait.